J'étais assis là, dans ma chambre d'hôtel, à fixer mon ordinateur portable. L'écran affichait cette visioconférence surréaliste. Une réunion extraordinaire de notre association de propriétaires, l'ASL des Jardins d'Émeraude, convoquée en pleine tempête de verglas. Sur mon écran, une quarantaine de visages figés, stressés, certains carrément livides. Et puis, au centre, il y avait Patricia. Son visage était écarlate, même à travers les pixels, ses lèvres minces tremblantes de rage contenue, ou peut-être de terreur. Elle se débattait comme une bête acculée, refusant d'accepter l'évidence. Comment en était-on arrivé là? C'était la question qui tournait en boucle dans ma tête, alors que Tom exposait calmement les faits, la voix assurée face à la furie de Patricia. Il y a quelques semaines à peine, ou peut-être un mois, les jours se sont tellement brouillés dans ma mémoire depuis cette histoire. Enfin, début janvier, je crois. L'hiver à Saint-Étienne, dans la Loire, peut être rigoureux. Je m'appelle Julien. Je suis ingénieur en télécommunications et je travaille la majeure partie du temps depuis chez moi. J'avais emménagé il y a 3 ans dans ce quartier chic, les Jardins d'Émeraude, avec ses pelouses impeccables et ses règles architecturales strictes. Je pensais que ce serait l'endroit parfait pour me poser après mon divorce, loin du tumulte. Ma maison, une belle coloniale à 2 étages avec un sous-sol aménagé, était idéale. J'avais même choisi un terrain qui donnait sur le ruisseau de drainage traversant le lotissement. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était le besoin de contrôle démesuré de notre présidente d'ASL, Patricia Cunningham, et encore moins comment une simple précaution allait transformer notre paisible quartier en un champ de bataille glaciale. Tout a commencé un mercredi matin, je crois que c'était un mercredi. Les météorologues annonçaient une vague de froid polaire combinée à une masse d'air humide venue du sud-ouest. Ils prédisaient de la pluie verglaçante, du grésil et des températures chutant bien en dessous de zéro. Ayant vécu des hivers rudes dans ma jeunesse, j'avais une idée assez précise de ce que ça signifiait. Des lignes électriques hâtées et des pannes prolongées et des conditions potentiellement dangereuses pour ceux qui n'étaient pas préparés. J'avais fait installer mon groupe électrogène Generac de 22 kW 2 ans auparavant. Une panne de 4 jours l'été précédent m'avait coûté une fortune en nourriture gâchée, dans les 800 € si ma mémoire n'est pas le tuer. Même plus. L'installation n'avait pas été donnée, près de 12 000 € avec le commutateur de transfert automatique, la dalle en béton et le professionnel. Mais pour moi, c'était une infrastructure essentielle. Mon travail exige une connexion Internet et une alimentation électrique fiable, et ce n'est pas négociable. Je me souviens d'avoir scrupuleusement suivi toutes les procédures. J'avais demandé tous les permis nécessaires, l'installation respectait toutes les normes locales, et le générateur était positionné sur le côté de ma maison, avec les reculs appropriés. J'avais soumis tous les documents à l'ASL avant même le début des travaux. Après quelques échanges, pas mal de va-et-vient, sur l'emplacement exact et la nécessité d'une végétation pour le masquer, ils avaient finalement approuvé, à condition que je plante quelques arbustes persistants pour minimiser l'impact visuel. J'avais obtempéré sans attendre, dépensant 500 € de plus pour des touillammes qui devaient, avec le temps, former un joli écran de verdure. Le générateur fonctionnait au gaz naturel, ce qui signifiait qu'il pouvait théoriquement tourner indéfiniment tant que l'approvisionnement en gaz restait intact. Il était conçu pour se déclencher automatiquement à la moindre coupure de courant, faire un autotest hebdomadaire et alimenter toute ma maison. À mes yeux, c'était un des meilleurs investissements que j'ai jamais fait, une source de tranquillité d'esprit inestimable. Ce mercredi-là, comme à mon habitude avant chaque tempête, j'ai fait mes préparatifs. J'ai rempli les 2 baignoires d'eau, rechargé tous mes appareils électroniques, fait mes courses et m'assuré d'avoir de quoi manger facilement. J'ai aussi rempli le réservoir de mon véhicule, même si je n'en aurais pas besoin pour le générateur. La température commençait déjà à chuter
Et les premières gouttes de pluie verglaçante ont commencé vers 18h11. Le lendemain matin, jeudi, les jardins d'émeraude s'étaient transformés en un décor de conte de fées gelées. Chaque surface était recouverte d'une épaisse couche de glace, scintillante sous la faible lumière du jour. Les branches des arbres ployaient sous le poids, et on entendait des craquements et des chutes occasionnelles quand des rameaux cédaient. Le courant était encore là à ce moment-là, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. J'étais en visioconférence avec un client à Lyon quand les lumières ont vacillé une fois, puis deux avant de s'éteindre complètement. Mes écrans d'ordinateur sont devenus noirs pendant peut-être 5 secondes, le temps que le générateur détecte la coupure et se mette en marche. Le commutateur de transfert automatique a fait son travail parfaitement, et en quelques instants, le courant était de retour dans ma maison. Mon modem Internet et mon routeur ont redémarré rapidement, et j'étais de nouveau en ligne, expliquant à mon client que nous avions juste perdu le réseau électrique général, mais que mon système de secours avait pris le relais. Le bourdonnement du générateur était perceptible, oui, mais loin d'être assourdissant, mourante. Il se trouvait sur sa dalle de béton, à environ 5 mètres de ma maison, et le bruit était comparable à celui d'une tondeuse à gazon, mais en moins fort. À l'intérieur de chez moi, avec les fenêtres fermées, je l'entendais à peine. J'ai continué à travailler toute la matinée, reconnaissant d'avoir eu cette prévoyance. Vers 11 heures, j'ai décidé de faire une pause pour prendre des nouvelles de mes voisins. La glace était traître, alors j'ai enfilé mes bottes de randonnée antidérapantes avant de descendre prudemment mon allée. Mon voisin de gauche, Pierre Durand, était pilote de ligne, heureusement cloué au sol par la météo. Il se tenait dans son garage, l'air frustré devant sa maison plongée dans le noir. « Tu penses que ça va durer longtemps ?» m'a-t-il lancé. « Vu ce que je vois, ça pourrait durer des jours », lui ai-je répondu en traversant prudemment la rue glacée. Les compagnies d'électricité annonçaient plus de 50 000 foyers sans courant dans la région. Mince, j'aurais dû installer un de ces générateurs comme le tien. Tu es le bienvenu si tu as besoin de recharger ton téléphone ou de te réchauffer, lui ai-je proposé. J'ai du café, tout ce qu'il faut. Il m'a remercié en disant que sa femme parlait déjà d'aller chez sa sœur au Puy-en-Velay si le courant ne revenait pas le soir même. Nous avons discuté quelques minutes de plus avant que je ne retourne chez moi, m'arrêtant au passage pour prendre des nouvelles du couple âgé qui habitait juste en face. Ils étaient déjà en train de faire leurs valises pour loger chez leur fille en ville. Je venais de me replonger dans mon travail quand ma sonnette a retenti vers 14 heures. Sur le pas de ma porte se tenait Patricia Cunningham, la présidente de l'ASL des Jardins d'Émeraude, émitouflée dans une doudoune de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Patricia avait 53 ans, mais elle avait manifestement dépensé des sommes considérables pour en paraître 40. Elle arborait cette coupe au carré caractéristique, un carré plongeant, plus court à l'arrière, plus long à l'avant, qui semblait être le standard pour toutes les présidentes d'associations de propriétaires. Son SUV, un énorme Escalade blanc, était garé dans mon allée, le moteur en marche. « Julien », m'a-t-elle dit sèchement quand j'ai ouvert la porte, « nous devons parler de votre générateur. » « De quoi s'agit-il » ai-je demandé, sincèrement confus. « Il est extrêmement bruyant et il perturbe la tranquillité du quartier. » Je l'ai regardé, puis j'ai balayé du regard le paysage désolé et glacé de notre lotissement. « Patricia, il n'y a pas d'électricité dans tout le quartier. La paix est déjà pas mal perturbée, non? » Son expression s'est durcie. « Ce n'est pas la question. Les statuts de l'ASL stipulent clairement que les bruits excessifs sont interdits et votre générateur crée un bruit excessif. C'est un générateur de secours qui fait exactement ce qu'il est censé faire pendant une panne de courant. » Lui ai-je expliqué patiemment. « Il est dûment autorisé et a été approuvé par l'ASL. J'ai tous les documents. » L'approbation concernait l'installation du générateur, pas son fonctionnement à toute heure d'une manière qui dérange les autres résidents. Qui exactement cela dérange-t-il? La moitié du quartier a évacué
et les autres sont probablement reconnaissants que quelqu'un soit préparé. Les yeux de Patricia se sont plissés. Je suis dérangé par ça. J'essaye de me reposer et ce bourdonnement constant rend cela impossible. Où séjournez-vous? Ai-je demandé, car c'était pertinent. Chez moi, évidemment, chemin des Lilas. C'était 3 rues plus loin de ma maison, sur le chemin des Rossignols. Oui, et j'entends toujours votre générateur depuis ma chambre. C'était d'une absurdité manifeste. Il n'y avait aucune chance qu'elle puisse entendre mon générateur à 3 rues de distance. Pas avec des maisons, des arbres et toute cette distance entre nous. Mais Patricia avait la réputation d'être déraisonnable. Et je pouvais voir qu'elle était en train de se préparer à une de ses célèbres tirades. Patricia, je suis désolé, mais je ne vais pas éteindre mon générateur. J'en ai besoin pour travailler, pour me chauffer et pour ma sécurité élémentaire. Il fait assez froid à l'intérieur de ces maisons pour causer des dégâts aux tuyaux. Vous êtes en violation des règlements de l'ASL, a-t-elle déclaré fermement. Je vous ordonne de cesser immédiatement l'opération de ce générateur. Sur quelle autorité? Ai-je demandé, ma patience s'amenuisant. Montrez-moi le règlement spécifique qui m'empêche de faire fonctionner un générateur de secours correctement installé et autorisé pendant une panne de courant légitime. Elle a sorti son téléphone et a commencé à lire ce que je supposais être une copie numérique de nos statuts de l'ASL. Article 12, paragraphe 4. Aucun propriétaire ne doit créer de bruit excessif qui perturbe la paix et la jouissance paisible des propriétés voisines. Le bruit excessif inclut, sans s'y limiter, la musique forte, les activités de construction en dehors des heures autorisées et le fonctionnement d'équipements mécaniques. Ça parle de circonstances normales, ai-je rétorqué. C'est une situation d'urgence et le générateur n'est pas excessivement bruyant. Il respecte toutes les ordonnances légales en matière de bruit. Je suis la présidente de cette ASL et je vous dis que votre générateur est en infraction. Éteignez-le maintenant ou il y aura des conséquences. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Quel genre de conséquences? Des amendes, pour commencer. 500 € par jour jusqu'à ce que vous vous conformiez. Et si vous continuez à refuser, nous engagerons des poursuites judiciaires pour vous forcer à vous conformer. Vous menacez sérieusement de me verbaliser parce que j'ai du chauffage et de l'électricité pendant une tempête de verglas. J'applique les règles que tout le monde dans ce quartier a accepté de suivre en achetant sa maison. Nous nous sommes fixés un long moment. La glace continuait de recouvrir tout autour de nous et je voyais ma respiration dans l'air froid qui s'engouffrait par ma porte ouverte. Faites ce que vous avez à faire, Patricia, ai-je fini par dire. Mais je n'éteindrai pas mon générateur. Si vous voulez me verbaliser, envoyez-moi les papiers. On se verra au tribunal. Son visage a viré au rouge malgré le froid. Vous faites une très grosse erreur, Julien. Cette association a des règles pour une raison, et personne n'est au-dessus d'elle, pas même vous. Elle s'est retournée et a regagné prudemment son escalade, manquant de glisser 2 fois sur la glace. Je l'ai regardé partir, secouant la tête face à l'absurdité de la situation. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais cette confrontation me perturbait profondément. J'avais toujours cherché à être un bon voisin, un membre consciencieux de la communauté. Je maintenais ma pelouse impeccable, je respectais les directives architecturales et, en général, je restais en dehors des drames de l'ASL. L'idée que j'étais maintenant la cible de Patricia, juste parce que j'avais eu la prévoyance d'installer un système d'alimentation de secours, me semblait insensée. C'était un sentiment étrange, cette combinaison d'injustice et de colère montante. Je me sentais attaqué pour ma prudence, ma responsabilité. N'est-ce pas exactement le genre de choses qu'une ASL devrait encourager, la préparation de ses membres? Visiblement non, pas quand cela heurtait le sacro-saint calme du quartier, tel qu'elle le concevait, ou plutôt tel qu'elle prétendait le concevoir. Je me sentais acculé,
d'une certaine manière. Mais ma décision était prise, le générateur resterait allumé. Vers 17 heures, ma sonnette a retenti de nouveau. Cette fois, c'était Pierre, mon voisin d'en face, accompagné de Sophie Martin, une autre voisine que je connaissais des réunions d'ASL, et Marie Dupois, une ancienne chef des pompiers à la retraite qui habitait au coin de la rue. On a entendu que Patricia était venue t'embêter à propos de ton générateur, a dit Pierre sans préambule. Les nouvelles vont vite, ai-je répondu. Elle a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de l'ASL chez elle, a expliqué Sophie, qui était l'une des 3 membres du conseil, en dehors de Patricia. Elle voulait qu'on te délivre officiellement un avis de violation et qu'on entame le processus d'amende. Et, ai-je demandé, on lui a dit qu'elle était folle, a dit Marie sans détour. Elle ne mâchait pas ses mots. Il n'y a aucune interprétation raisonnable de nos règlements qui interdirait de faire fonctionner un générateur de secours pendant une panne de courant. C'est littéralement à ça que ça sert. Elle prétend que c'est un bruit excessif, ai-je dit. Sophie a levé les yeux au ciel. Ton générateur n'est même pas si bruyant. Et vu les circonstances, toute personne raisonnable jugerait cela approprié. Le problème, c'est que Patricia est obsédée par le pouvoir dernièrement, a ajouté Pierre. Elle essaie d'imposer des règles de plus en plus mesquines et beaucoup d'entre nous en ont marre. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement pendant la réunion? Ai-je demandé. Elle a dit que tu étais défiant et que tu donnais le mauvais exemple, a dit Sophie. Elle a affirmé que si nous te laissions violer les règles, cela encouragerait d'autres propriétaires à ignorer les règlements de l'ASL. Marie et moi avons voté contre l'émission de tout avis de violation, ce qui signifie qu'elle n'a pas les voix pour procéder officiellement, m'a précisé Sophie, mais je sentais qu'il y avait plus à cette histoire. Mais elle a dit qu'elle allait quand même poursuivre en tant que présidente, et terminé Marie. Elle revendique une autorité d'urgence pour agir unilatéralement. C'est réellement autorisé? Ai-je interrogé. C'est une zone grise dans nos statuts, a admis Sophie. Le président a certains pouvoirs d'urgence, mais ils sont censés être utilisés pour des choses comme l'autorisation de réparation ou la prise de décision urgente, pas pour harceler les résidents à propos de générateurs pendant les tempêtes de verglas. Nous avons discuté un peu plus longtemps et ils m'ont assuré qu'ils me soutiendraient si Patricia tentait de faire avancer le dossier. Ils ont également mentionné que plusieurs autres résidents parlaient déjà de la destituer lors de la prochaine Assemblée générale annuelle en avril. Apparemment, je n'étais pas le premier à faire les frais de son interprétation de plus en plus autoritaire des règles de l'ASL. J'étais là, dans ma grande maison silencieuse, après le départ de mes voisins. Le silence était presque palpable, seulement brisé par le ronronnement régulier du générateur, un son qui pour moi était devenu synonyme de sécurité et de chaleur, mais que Patricia percevait comme une agression personnelle. J'ai pensé aux années passées dans ma ville d'origine, un petit village en Alsace, où l'entraide était la norme et où l'idée même d'une présidente d'ASL au pouvoir quasi monarchique aurait fait rire tout le monde. Les voisins se prêtaient des outils, s'entraidaient pour le jardinage, et les problèmes étaient réglés autour d'une bonne bière, pas avec des règlements sortis d'un smartphone. Cette communauté des jardins d'émeraude, avec ses allées impeccables et ses maisons coûteuses, semblait avoir perdu le sens de la vraie solidarité. On payait pour la perfection, mais l'on obtenait l'isolement, et pire, la mesquinerie déguisée en légalité. Mon père disait toujours, « Méfie-toi des gens qui ont trop de temps et trop peu de vrai pouvoir. » Je me demandais si Patricia n'était pas l'illustration parfaite de cette maxime. Franchement, à ce stade, j'ai dû m'arrêter et juste prendre une grande inspiration. Tout ça, cette situation avec Patricia et le générateur, c'était juste absurde. Je veux dire, on est en France, pas dans un de ces lotissements américains où les ASL ont des pouvoirs de dingue. La dame veut m'interdire d'avoir de l'électricité et du chauffage en pleine tempête de verglas parce qu'elle trouve le bruit dérangeant. À 3 rues de chez elle, c'est le genre d'histoire que tu racontes dans un dîner pour faire rire. Mais là, j'étais en plein dedans.
Et le pire, c'est ce que je ne pouvais même pas être certain qu'elle n'était pas sérieuse. Cette femme, elle était capable de tout, de se convaincre elle-même de n'importe quoi. On cherchait le calme, une vie tranquille après la folie du divorce, et je me retrouvais avec une guerre de voisinage digne d'un film. Ça n'avait aucun sens, et pourtant, c'était ma réalité. Comment pouvais-je expliquer ça à mes amis qui vivent en appartement en plein centre-ville? Ils me prendraient pour un fou. Mais peut-être que c'était justement ça le problème. C'était trop réel pour être complètement rationnel. Enfin, reprenons le fil de cette histoire insensée. Après leur départ, j'ai préparé le dîner et je me suis installé pour ce que j'anticipais être une longue nuit. La température extérieure avait chuté à 13 degrés et la glace continuait de s'accumuler. J'ai consulté les nouvelles locales. La compagnie d'électricité estimait une restauration complète dans 4 à 6 jours, selon l'étendue des dégâts. Vendredi matin, le jour s'est levé, clair et brutalement froid. Mon générateur avait fonctionné sans accroc toute la nuit et ma maison était restée confortable. Je me suis aventuré dehors pour vérifier le générateur et dégager un peu la glace de mes allées. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon générateur avait été accédé. Le panneau de maintenance était légèrement entrouvert et il y avait des empreintes dans la glace autour. Des empreintes fraîches de ce matin-là, car elles se superposaient à la glace formée pendant la nuit. J'ai ouvert complètement le panneau et inspecté le générateur. Rien ne semblait endommagé, mais je pouvais dire que quelqu'un y avait touché. L'interrupteur d'arrêt d'urgence avait été partiellement tourné, mais pas suffisamment pour réellement désactiver l'appareil. On aurait dit que quelqu'un avait essayé d'éteindre mon générateur, mais soit ne savait pas comment, soit avait été interrompu. J'ai ressenti une vague de colère. Ce n'était plus seulement du harcèlement mesquin. Quelqu'un s'était introduit sur ma propriété et avait tenté de saboter mon alimentation électrique d'urgence. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai vérifié les images de mes caméras de sécurité. Je les avais installées un an auparavant, suite à quelques vols de colis dans le quartier, et elles couvraient la majeure partie de ma propriété, y compris le côté où se trouvait le générateur. Les images étaient claires. À 6h45 ce matin-là, alors qu'il faisait encore nuit, Patricia Cunningham s'était introduite furtivement sur ma propriété. Elle avait passé plusieurs minutes à examiner le générateur, essayant différentes choses pour l'éteindre. Quand elle n'a pas réussi, elle avait finalement abandonné et était partie. J'ai enregistré les images à plusieurs endroits et j'ai appelé le numéro de police non urgent. Compte tenu de l'urgence météorologique, je ne m'attendais pas à une réponse rapide, mais je voulais déposer une plainte. Le répartiteur a pris mes informations et a dit qu'un officier ferait un suivi lorsque ce serait possible, mais qu'il gérait de nombreuses urgences liées aux intempéries. J'ai également appelé mon assurance habitation et mon avocat, un ami de l'université nommé Marc Dubois, qui pratiquait à Saint-Étienne. Marc travaillait depuis son bureau à domicile comme moi, et il a accepté de revoir les images et mes documents d'ASL. C'est une intrusion et une tentative de sabotage assez flagrante, m'a dit Mark après que je lui ai envoyé les vidéos. Le fait qu'elle soit la présidente de l'ASL ne lui donne pas le droit d'entrer sur votre propriété sans permission, ni de trafiquer votre équipement. Quelles sont mes options? Ai-je demandé. Vous pouvez porter plainte au pénal, obtenir une ordonnance restrictive ou les deux. Vous pouvez aussi poursuivre l'ASL pour harcèlement, mais commençons par une lettre de mise en demeure fermement rédigée. Parfois, cela suffit à ramener les gens à la raison. Mark a rédigé la lettre ce matin-là et l'a envoyée par voie électronique à Patricia, avec des copies aux autres membres du conseil d'administration de l'ASL. Elle stipulait clairement qu'elle ne devait plus entrer sur ma propriété ni interférer avec mon générateur et que tout harcèlement supplémentaire entraînerait des poursuites judiciaires. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard et elle était, disons, complètement déconnectée de la réalité. Elle a envoyé un email à toute la liste de diffusion de l'ASL, m'accusant d'être un voisin égoïste,
qui se souciait plus de son propre confort que du bien-être de la communauté. Elle prétendait que je faisais fonctionner le générateur inutilement, que cela créait un danger pour la sécurité et qu'elle avait tout à fait le droit d'inspecter un équipement potentiellement dangereux pour le quartier. Elle a également annoncé qu'elle m'infligeait officiellement une amende de 500 € par jour, à compter de jeudi, pour violation des ordonnances de bruit. L'email incluait une demande de ma part de payer 2500 € avant la fin de la semaine suivante pour couvrir les 5 premiers jours. La réponse des autres voisins a été rapide et largement en ma faveur. Plusieurs personnes ont répondu, toutes pour signaler que Patricia outrepassait son autorité, que les règlements ne soutenaient pas son interprétation et qu'elle devait reculer. Quelques personnes ont même suggéré une réunion d'urgence pour la démettre de ses fonctions, mais Patricia a redoublé d'efforts. Elle a envoyé un autre email affirmant que quiconque soutenait ma violation flagrante des règles de l'ASL était également en violation de ses devoirs de propriétaire. Elle a menacé d'inspecter d'autres propriétés pour des violations et de poursuivre des amendes contre quiconque ne soutiendrait pas son autorité. C'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Marie Dubois, l'ancienne chef des pompiers, a envoyé un email qui a changé toute la dynamique de la situation. Elle a souligné quelque chose que je n'avais même pas envisagé. Plusieurs maisons de notre lotissement, y compris celle de Patricia, possédaient des pompes de puiseurs qui dépendaient de l'électricité pour éviter l'inondation des sous-sols. Avec le sol gelé et le ruisseau de drainage qui traversait le lotissement, tout dégel ou toute précipitation supplémentaire pourrait provoquer de graves problèmes d'eau. Marie, avec son regard d'experte des situations d'urgence, a fait remarquer que le système de drainage du lotissement avait été conçu en supposant que les maisons individuelles géreraient leur propre évacuation des doses de sous-sol via ces pompes de puiseurs. Sans électricité, ces pompes étaient inutiles, et avec des coupures de courant prolongées, les sous-sols pouvaient s'inonder, causant potentiellement des centaines de milliers d'euros de dégâts dans tout le quartier. Elle a ensuite mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. Ma propriété se trouvait à une altitude légèrement plus élevée que plusieurs autres maisons, et ma pompe de puiseur déversait l'eau dans le même système de drainage qui alimentait d'autres propriétés. Plus important encore, Marie avait observé, lors d'une forte pluie au printemps précédent, que la maison de Patricia, ainsi que 4 autres dans sa rue, avaient des problèmes d'eau chroniques en raison de la nappe phréatique élevée et d'un mauvais nivellement initial du terrain. Je suis descendu à mon sous-sol et j'ai regardé ma pompe de puiseur. Elle fonctionnait régulièrement, évacuant de l'eau toutes les 15 ou 20 minutes. Le sol était peut-être gelé en surface, mais l'eau continuait de circuler sous terre, s'infiltrant dans les sous-sols par les murs de fondation et les drains de plancher. Une idée a germé dans mon esprit. Ce n'était pas une bonne idée, mais le harcèlement et l'intrusion sur ma propriété ne l'étaient pas non plus. Patricia voulait que j'éteigne mon générateur. Elle voulait que je sois sans électricité comme tout le monde. Et techniquement, si j'éteignais mon générateur, ma pompe de puiseur cesserait également de fonctionner. Je tiens à être clair, je n'ai pas agi immédiatement sur cette idée. J'ai réfléchi pendant plusieurs heures, considérant les implications. Je ne suis pas une personne vindicative par nature, et la pensée de potentiellement causer des dégâts matériels, même à quelqu'un qui me harcelait, ne me plaisait pas. Mais vendredi après-midi, Patricia a de nouveau haussé le ton. Elle est revenue chez moi, cette fois avec un homme que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai ouvert la porte, elle a annoncé qu'elle avait amené un consultant en bruit pour mesurer les niveaux sonores de mon générateur. L'homme qui s'est présenté comme David quelque chose a commencé à faire le tour de ma propriété avec un sonomètre. Je les ai suivis, leur faisant clairement savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Mais Patricia a affirmé qu'elle exerçait son autorité en tant que présidente de l'ASL pour enquêter sur les violations. David a pris des mesures à divers endroits et ses lectures ont montré que mon générateur produisait environ 65 dBb à 3 mètres et tombait à environ 50 dBb à la limite de la propriété. Pour info, une conversation normale,
c'est environ 70 dB, et la plupart des ordonnances municipales sur le bruit autorisent 70 dB pendant la journée. Ces lectures sont largement dans les limites normales, a dit David à Patricia. Mais c'est constant, a-t-elle rétorqué. La nature soutenue du bruit le rend excessif. Madame, je vous dis que ce n'est pas un bruit excessif selon aucune définition standard. C'est un générateur qui fonctionne correctement pendant une panne de courant. Le visage de Patricia est devenu rouge. Je ne vous paye pas pour me dire ce que je sais déjà. Je vous paye pour documenter que ce bruit est un problème. David a semblé mal à l'aise. Je ne peux pas falsifier les données. Les lectures sont ce qu'elles sont. La réponse de Patricia a été de l'accuser d'incompétence et de refuser de le payer. Le pauvre homme est parti, l'air frustré, et Patricia s'est tournée vers moi. « Ce n'est pas fini », a-t-elle sifflé. « Vous vous croyez si malin, mais vous allez regretter de m'avoir défié. »« Patricia, vous devez quitter ma propriété maintenant, » ai-je dit fermement. « Vous avez reçu une lettre de mise en demeure. Si vous revenez ici, j'appelle la police. » La police est trop occupée à gérer de vraies urgences pour se soucier de vos petites plaintes. L'intrusion et le harcèlement ne sont pas des petites plaintes. Partez maintenant. Elle est finalement partie, mais non sans prendre des photos de mon générateur avec son téléphone, marmonnant qu'elle allait me dénoncer à la mairie pour violation de permis. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Pierre, Marie et Sophie et je leur ai dit ce que j'envisageais. Leurs réactions ont été mitigées. « C'est assez dur », a dit Sophie. « Je veux dire, je comprends qu'elle est déraisonnable, mais des sous-sols inondés, je ne cause rien, ai-je fait remarquer. Je me conforme simplement à sa demande d'éteindre mon générateur. Si cela a des conséquences pour les pompes de puisard des autres, eh bien, c'est le résultat qu'elle a demandé. » Elle ne comprend pas cette connexion, a dit Pierre. Elle n'a aucune idée que le fait que ton générateur reste allumé aide aussi d'autres personnes. Peut-être qu'elle a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences, a dit Marie. Et techniquement, tu ne ferais que ce qu'elle a exigé. Ce n'est pas ta faute si d'autres personnes souffrent de sa mauvaise décision. Nous en avons débattu un moment. Et finalement, je leur ai dit que j'y penserais pendant la nuit. Mais le samedi matin a pris la décision pour moi. Je me suis réveillé pour constater que quelqu'un avait lancé des œufs sur ma maison. Des œufs congelés, qui s'étaient brisés contre mon revêtement et avaient laissé des traces. Il y avait aussi des clous éparpillés dans mon allée, clairement destinés à endommager mes pneus. Et quelqu'un avait tagué « égoïste » sur ma boîte aux lettres. Les caméras de sécurité avaient tout filmé. Ce n'était pas Patricia cette fois, mais un adolescent que j'ai reconnu comme étant son fils, Trevor. Il avait fait ça vers 3 heures du matin, vraisemblablement sous la direction de sa mère, ou du moins avec sa connaissance. J'en avais marre. J'avais essayé d'être raisonnable. J'avais offert mon aide aux voisins. J'avais suivi toutes les règles. Et j'avais gardé mon calme face au harcèlement. Mais le vandalisme, ça, c'était une ligne rouge qu'on ne pouvait pas franchir. Je suis allé à mon générateur et je l'ai éteint manuellement. Puis je suis rentré et j'ai coupé le disjoncteur principal, déconnectant entièrement ma maison du générateur. J'ai purgé mes conduites d'eau, coupé mon alimentation principale en eau et préparé ma maison aux températures glaciales. Ensuite, j'ai fait ma valise, chargé mon chien dans mon véhicule et conduit prudemment jusqu'à un hôtel de Saint-Étienne qui avait de l'électricité. Avant de partir, j'ai envoyé un email à la liste de diffusion de l'ASL. J'ai expliqué qu'en raison du harcèlement continu de la présidente de l'ASCL, je me conformais à sa demande d'arrêter mon générateur. J'ai noté que cela signifiait que ma pompe de puisard ne serait plus opérationnelle, ce qui pourrait avoir des implications pour le système de drainage qui desservait plusieurs maisons. J'ai joint des photos du vandalisme et j'ai déclaré que j'avais déposé des plaintes à la police pour l'incident d'intrusion et le vandalisme. J'ai également envoyé un email séparé à Marie, Pierre et Sophie pour leur faire savoir ce que j'avais fait et pourquoi. Je leur ai dit que j'étais désolé si cela causait des problèmes, mais que j'avais atteint ma limite. L'hôtel où je me suis enregistré,
un Hampton Inn près de l'autoroute A47, était rempli d'autres personnes qui avaient évacué leur maison sans électricité. L'ambiance était étonnamment conviviale. Les gens partageaient des histoires sur la tempête, rechargeaient leurs appareils sur toutes les prises disponibles et, en général, faisaient de leur mieux pour tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. J'ai passé le samedi soir à surveiller la page Facebook du quartier et la liste de diffusion de l'ASL depuis le confort de ma chambre d'hôtel chauffée. Les premiers signes de problème ont commencé à apparaître vers 20 heures ce soir-là. Karen Dubois, qui habitait 2 portes plus loin que Patricia, a posté que son sous-sol commençait à être humide. Elle l'a vérifié et a trouvé de l'eau stagnante autour de sa chaudière. Plusieurs autres personnes ont signalé des problèmes similaires. Patricia elle-même a envoyé un email demandant si quelqu'un pouvait lui prêter un générateur à essence. Elle n'a pas expliqué pourquoi, mais je savais que sa pompe de puiseur avait cessé de fonctionner et que l'eau s'accumulait dans son sous-sol. Le dimanche matin, la situation s'était considérablement détériorée. La température avait légèrement augmenté pendant la nuit, suffisamment pour provoquer une certaine fonte, et plusieurs sous-sols étaient inondés. Patricia a envoyé une série d'emails de plus en plus frénétiques, suppliant quelqu'un de l'aider avec son problème d'eau. Marie Dubois, à son crédit, a expliqué clairement le problème dans un email à tout le quartier. Elle a détaillé le fonctionnement du système de drainage, l'importance des pompes de puiseur pour éviter les inondations et comment la panne de courant prolongée créait une crise pour les maisons sans alimentation de secours. Elle a également souligné que j'avais averti de ce problème avant d'arrêter mon propre générateur, en me conformant aux exigences de Patricia. La réponse a été rapide et pleine de colère, mais non dirigée contre moi. Les gens qui faisaient maintenant face à des sous-sols inondés ont réalisé que la vendetta de Patricia contre mon générateur avait directement conduit à cette situation. Si elle m'avait laissé tranquille, mon générateur fonctionnerait toujours, ma pompe de puiseur fonctionnerait toujours, et au moins une partie du système de drainage du quartier fonctionnerait mieux. Patricia a tenté d'affirmer que j'avais éteint mon générateur par rancune, et non parce qu'elle l'avait exigé, mais plusieurs personnes ont signalé ses propres emails exigeant que je l'arrête. Elle avait créé ce problème par ses propres exigences déraisonnables. Qu'auriez-vous fait à ma place? C'était la seule solution que je voyais pour la faire se rendre compte. Le lundi a apporté une nouvelle complication. La gendarmerie de Saint-Étienne a finalement envoyé un officier pour prendre des plaintes concernant l'intrusion et le vandalisme. L'officier David Reynolds m'a rencontré à l'hôtel et a examiné toutes les images de sécurité. Il a été minutieux et professionnel et a pris ma déclaration au sérieux. C'est assez clair, a-t-il dit après avoir tout examiné. Nous avons des preuves vidéo d'intrusion, de tentatives de sabotage et de vandalisme. Le fait que le vandalisme ait été commis par un mineur complique légèrement les choses, mais il a 17 ans, il peut donc être inculpé, et la mère pourrait également être poursuivie pour ses actions. Que se passe-t-il ensuite? Ai-je demandé. Je soumettrai ces rapports au bureau du procureur. Ils décideront quelle charge déposer, le cas échéant. Étant donné que tout est filmé et bien documenté, je dirais que des charges sont probables. Vous devriez également parler à votre compagnie d'assurance des dommages. Le mardi a eu lieu la réunion d'urgence du conseil d'administration de l'ASL. Elle s'est tenue par visioconférence car l'électricité était toujours coupée dans la majeure partie du quartier. J'ai rejoint l'appel depuis ma chambre d'hôtel ainsi qu'une quarantaine d'autres résidents qui avaient eu vent de la réunion. Patricia s'est battue bec et ongles contre sa destitution, affirmant qu'elle était persécutée pour avoir tenté d'appliquer des règles. Elle a soutenu que j'étais le problème, pas elle, et que la démettre de ses fonctions créerait un précédent dangereux, permettant aux résidents de bafouer les règlements de l'ASL. Tom Parker, qui avait des antécédents militaires et ne se laissait pas démonter, a présenté un dossier méthodique contre elle, documentant son schéma d'abus de pouvoir, l'entrée illégale sur ma propriété, les amendes sans fondement qu'elle avait tenté d'imposer et le résultat ultime de ses actions. Plusieurs sous-sols inondés
et des milliers d'euros de dégâts aux maisons. Sophie a lu des déclarations préparées de plusieurs propriétaires détaillant les dommages à leur propriété. Un couple faisait face à 15 000 euros de dégâts à son sous-sol aménagé. Une autre famille avait perdu sa chaudière à cause des dégâts des eaux. Le propre sous-sol de Patricia avait près d'1 mètre d'eau. Le vote n'a même pas été serré. 4 membres du conseil ont voté pour destituer Patricia de son poste de présidente, Patricia elle-même étant la seule à voter contre. Tom a été immédiatement élu président par intérim. L'une des premières actions de Tom a été d'envoyer un email officiel sur papier à En tête de l'ASL, me présentant des excuses pour le harcèlement de Patricia et me demandant de retourner chez moi et de reprendre mes activités normales. Il a également suspendu toutes les amendes que Patricia avait menacé d'imposer et a lancé un examen des procédures de l'ASL pour prévenir ce genre d'abus à l'avenir. Je suis rentré chez moi le mardi soir. L'électricité était toujours coupée dans le quartier, bien que la compagnie de service public ait déclaré qu'elle serait rétablie dans les 1 ou 2 jours suivants. J'ai mis mon générateur en marche et en moins d'1 heure, ma pompe de puisade fonctionnait à nouveau. Plusieurs voisins sont passés me remercier et s'excuser pour le comportement de Patricia. Pierre m'a apporté une bouteille de whisky comme offrande de paix. Sophie et son mari ont apporté des gâteaux faits maison. Même le couple dont le sous-sol avait subi le plus de dégâts est parti pour dire qu'il ne me blâmait pas et qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. La maison de Patricia était sombre et silencieuse. J'ai appris plus tard qu'elle et sa famille avaient déménagé dans un hôtel après l'inondation de son sous-sol. Les dégâts à sa maison étaient considérables, car elle avait laissé l'eau s'accumuler pendant près de 2 jours avant d'évacuer finalement. Mercredi après-midi, l'électricité a été rétablie dans la majeure partie des jardins d'Émeraude. Mon générateur s'est éteint automatiquement lorsqu'il a détecté le courant du réseau et le quartier a commencé à retrouver sa normalité. Enfin, aussi normal que possible avec plusieurs maisons aux prises avec des dégâts des eaux. Le jeudi matin, j'ai reçu un appel de l'officier Reynolds. Le bureau du procureur avait décidé de porter plainte. Patricia était inculpée d'intrusion criminelle et de tentative de dégradation criminelle. Trevor était inculpé de vandalisme en tant que mineur, bien qu'il finirait probablement avec des travaux d'intérêt général et des restitutions plutôt qu'une peine de prison. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a dit l'officier Reynolds. Madame Cunningham a essayé de déposer une contre-plainte contre vous pour dommages matériels intentionnels. Elle a affirmé que vous aviez délibérément éteint votre générateur pour inonder son sous-sol. Qu'est-il arrivé à ça? Le procureur l'a chassé de son bureau en riant. Vous avez des preuves documentées qu'elle vous a demandé d'éteindre votre générateur. Vous avez respecté sa demande. Le fait que le respect ait eu des conséquences négatives pour elle ne vous rend pas responsable. Surtout lorsque vous aviez averti de ces conséquences. Elle a essentiellement causé ses propres dommages par ses actions. Le processus juridique s'est déroulé au cours des semaines suivantes. Patricia a engagé un avocat et a tenté de contester les accusations, mais les preuves étaient accablantes. En mars, elle a accepté un accord de plaidoyer qui incluait une probation, une restitution pour les dommages à ma boîte aux lettres et à mon revêtement, une amende et un accord pour démissionner de tous les postes de l'ASL de façon permanente. Trevor a fait ses travaux d'intérêt général et m'a écrit une lettre d'excuse étonnamment réfléchie, expliquant qu'il avait été manipulé par sa mère et qu'il comprenait maintenant que je n'avais pas été le méchant dans cette situation. Ses parents l'ont forcé à payer les réparations sur ses propres économies. Le volet civil était plus complexe. La compagnie d'assurance de Patricia a refusé de payer ses dégâts des eaux, estimant qu'ils étaient causés par ses propres actions plutôt que par la tempête. Elle a tenté de poursuivre l'ASL pour ne pas avoir empêché l'inondation, mais cela n'a abouti à rien, car l'ASL n'avait aucune responsabilité de fournir de l'électricité aux maisons individuelles. Elle a même tenté de me poursuivre directement, affirmant que j'avais le devoir de maintenir mon générateur en marche au profit du quartier. Cette action en justice a été rejetée avec préjudice dans les 2 mois. Le juge a même réprimandé l'avocat de Patricia
pour avoir intenté une affaire aussi frivole, soulignant que je n'avais aucune obligation légale de fournir de l'électricité à d'autres maisons et que j'avais en fait respecté les propres exigences de Patricia lorsque j'avais éteint le générateur. L'impact financier sur Patricia a été sévère. Entre les dégâts d'Eos à sa maison, les frais juridiques, les amendes et les restitutions, elle faisait face à plus de 40 000 € de dépenses. Son assurance habitation avait essayé de refuser toute réclamation, bien que j'ai entendu par le bouche à oreille du quartier qu'elle se battait contre cette décision. Le tribut émotionnel sur elle était également évident. Elle est devenue une paria dans le quartier. Les gens qui avaient autrefois soutenu son approche autoritaire de la gestion de l'ASL la considéraient maintenant comme l'exemple à ne pas suivre qu'elle était devenue. Plusieurs résidents l'ont signalé à l'État pour violation de l'ASL lorsqu'ils ont découvert qu'elle avait mal géré les fonds de l'association, utilisant l'argent de l'association pour des dépenses personnelles. Cette enquête a révélé que Patricia avait imputé des repas personnels et même des vêtements à la carte de crédit de l'ASL, prétendant qu'il s'agissait de frais professionnels. Le conseil de surveillance de l'Association des propriétaires de l'État l'a personnellement amendé et lui a demandé de rembourser près de 8 000 € à l'association. En avril, lorsque la réunion annuelle ordinaire de l'ASL est arrivée, Patricia et sa famille avaient mis leur maison en vente. Ils ne pouvaient pas se permettre les réparations des dégâts des eaux combinées à toutes les autres dépenses, et ils ne pouvaient pas supporter l'isolement social d'être des parias dans leur propre quartier. L'Assemblée générale annuelle a été la plus fréquentée de l'histoire des Jardins d'Émeraude. Près de 70% des propriétaires se sont présentés en personne ou par procuration. Tom Parker a été officiellement élu président et les résidents ont voté pour mettre en œuvre des changements radicaux au statut de l'ASL. Les nouvelles règles comprenaient des limitations strictes des pouvoirs d'urgence du président, exigeant l'approbation du Conseil pour toute amende supérieure à 100 € et mettant en œuvre un processus d'appel formel pour les propriétaires qui se sentaient injustement ciblés. Nous avons également ajouté un langage explicite protégeant les équipements de sécurité essentiels comme les générateurs, les pompes de puissance et les systèmes de sécurité contre les plaintes de bruit pendant les urgences. On m'a demandé de rejoindre le Conseil en tant que membre du comité d'amélioration et j'ai accepté. Je me suis dit que j'avais gagné le droit de contribuer à façonner l'organisation qui m'avait causé tant de problèmes. De plus, je voulais m'assurer que personne d'autre ne vive ce que j'avais vécu. La réunion s'est terminée par une discussion sur la préparation communautaire. Plusieurs propriétaires avaient été inspirés par mon générateur pour envisager des solutions d'alimentation de secours pour leur propre maison. Tom, grâce à son expérience des services d'incendie, a organisé un comité de préparation aux urgences du quartier pour aider à éduquer les résidents sur la planification en cas de catastrophe. Nous avons également voté pour créer un fonds d'urgence communautaire qui pourrait aider les résidents confrontés à des catastrophes inattendues. Il était financé par des contributions volontaires et était spécifiquement conçu pour aider les personnes qui n'avaient pas les moyens d'acheter des choses comme des générateurs ou de faire des réparations d'urgence. La maison de Patricia a été vendue en mai, considérablement en dessous de la valeur marchande, car les dégâts du sous-sol n'avaient pas été entièrement réparés. J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé à Lyon, assez loin pour qu'ils n'aient plus jamais à faire face à qui que ce soit des Jardins d'Émeraude. L'affaire pénale s'est conclue en juin. Patricia a rempli ses obligations de probation, bien qu'elle les ait violées une fois en essayant de me contacter via un faux compte de médias sociaux pour me harceler. Cela lui a valu 90 jours de probation supplémentaire et un avertissement sévère du juge. Trevor, quant à lui, a semblé tirer des leçons de l'expérience. Son père s'est assuré qu'il accomplisse ses travaux d'intérêt général en travaillant avec Habitat for Humanity, et le jeune homme a apparemment découvert qu'il aimait les travaux de construction. Il a fini par postuler à des écoles techniques plutôt qu'à des universités traditionnelles, au grand désarroi de sa mère, mais avec le soutien de en repensant à toute cette expérience,
Je suis frappé par la rapidité avec laquelle les choses ont dégénéré et par l'ampleur des dégâts que l'ego et l'entêtement d'une seule personne pouvaient causer. Patricia ne supportait pas l'idée que quelqu'un soit préparé alors qu'elle ne l'était pas. Elle ne pouvait pas tolérer la pensée que j'avais suivi les règles et fait quand même quelque chose qu'elle n'aimait pas. Son besoin de contrôle était si écrasant qu'elle ne pouvait pas voir à quel point ses actions me nuisaient, mais aussi à toute la communauté. La tempête de verglas elle-même a causé des millions d'euros de dégâts à Saint-Étienne et dans le département de la Loire. Des arbres ont été détruits, des toits se sont effondrés sous le poids de la glace et l'infrastructure électrique a souffert. Mais au jardin d'Émeraude, les dégâts les plus coûteux ne provenaient pas de la glace elle-même, mais de la campagne vindicative d'une personne contre le générateur d'un voisin. J'ai gardé mon générateur, évidemment. Il effectue son test hebdomadaire tous les lundis matins. Et chaque fois que je l'entends démarrer, je pense à cette semaine de janvier où avoir une alimentation de secours est devenue la chose la plus controversée du quartier. J'ai aussi gardé toute la documentation de cette période, juste au cas où quelqu'un remettrait un jour en question ce qui s'est passé. Le quartier lui-même est devenu beaucoup plus fort. L'expérience nous a galvanisés d'une manière que des années de fonctionnement normal de la SL n'auraient jamais pu faire. Nous connaissons réellement nos voisins maintenant. Nous veillons les uns sur les autres et nous avons mis en place des systèmes pour gérer les urgences collectivement plutôt qu'individuellement. Pierre, mon voisin d'en face, a fini par faire installer son propre générateur l'automne suivant. Il en a été de même pour Sophie et 3 autres familles lorsqu'il y a eu une brève panne de courant lors d'une tempête estivale. 5 générateurs se sont mis en marche dans le quartier et personne ne s'est plaint du bruit. Tom a été un excellent président de l'ASL, se concentrant sur l'amélioration réelle de la communauté plutôt que sur l'application mesquine des règles. Il a organisé des journées de nettoyage du quartier, amélioré nos espaces communs et négocié de meilleurs tarifs avec nos services d'aménagement paysager et de déneigement. Sous sa direction, les jardins d'Émeraude ressemblent réellement à une communauté plutôt qu'à une simple collection de maisons avec des règles strictes. Je travaille toujours à la maison et mon travail en télécommunication me tient occupé. Le générateur s'est déclenché quelques fois de plus depuis ce mémorable janvier, fonctionnant toujours parfaitement à chaque fois. Je suis reconnaissant pour cet investissement et pour la leçon qu'il m'a apprise sur la préparation, la communauté et l'importance de tenir tête aux tyrans, même lorsqu'ils ont des titres officiels. Le moment le plus satisfaisant est survenu environ 8 mois après la tempête de verglas. J'étais dehors en train de jardiner quand un camion de déménagement s'est arrêté devant l'ancienne maison de Patricia. Une jeune famille emménageait, un couple avec 2 jeunes enfants. Je me suis approché pour me présenter et leur souhaiter la bienvenue dans le quartier. Le mari, un type sympathique nommé Mark, qui était professeur dans l'un des lycées locaux, a mentionné qu'ils avaient obtenu une très bonne affaire sur la maison en raison de certains dégâts des eaux antérieures. Je leur ai donné la version courte de ce qui s'était passé, en me concentrant sur les inondations causées par la panne de courant plutôt que sur tout le drame. Nous prévoyons d'installer un générateur, m'a dit Mark. Après avoir entendu ce qui s'est passé, nous voulons nous assurer d'être préparés. J'ai proposé de partager les coordonnées de mon entrepreneur et quelques conseils sur ce qui avait bien fonctionné pour mon installation. En discutant, j'ai réalisé que c'était exactement le genre de voisin que j'espérais avoir lorsque j'ai emménagé pour la première fois au Jardin d'Émeraude. Quelqu'un de pratique, préparé et soucieux de prendre soin de sa famille plutôt que d'appliquer des règles arbitraires. Le dernier détail juridique a été réglé en septembre lorsque l'appel de l'action en justice de Patricia a été rejeté. Elle a tenté une dernière fois de faire valoir que j'avais été négligent en éteignant mon générateur, mais la Cour d'appel a confirmé le rejet. La décision a en fait créé un précédent intéressant dans la loi concernant l'autorité des ASL et les droits des propriétaires pendant les urgences. Mon avocat, Mark, qui avait tout géré brillamment, m'a envoyé une copie de la décision avec une note. Ceci ira dans mon dossier comme exemple de la façon de ne pas être président d'ASL. Aussi,
Vous voudrez peut-être encadrer cela. Ce n'est pas tous les jours que vous gagnez une affaire aussi décisive. Je l'ai effectivement encadré. Il est accroché dans mon bureau à domicile, juste là où je peux le voir quand je travaille. C'est un rappel que faire ce qui est juste signifie parfois tenir tête aux personnes qui ont de l'autorité, même quand c'est inconfortable. C'est aussi un rappel que la préparation n'est pas de la paranoïa et que parfois la meilleure réponse aux demandes déraisonnables est de donner aux gens exactement ce qu'ils ont demandé. La tempête de verglas de janvier est devenue une sorte de légende au Jardin d'Émeraude. Les nouveaux résidents en entendant parler lors des réunions de l'ASL, généralement dans le cadre de discussions sur la préparation aux urgences. C'est devenu un enseignement sur l'importance d'un leadership raisonnable et de la coopération communautaire. On m'a demandé plusieurs fois si je regrettais la tournure des événements, si j'aurais souhaité gérer les choses différemment. Honnêtement, non. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai offert de l'aide à mes voisins. J'ai suivi toutes les règles. Lorsque Patricia a escaladé, j'ai réagi de manière appropriée par les voies légales. Et quand elle ne m'a laissé aucun choix, j'ai obéi exactement à ce qu'elle a exigé, sachant que cela se retournerait contre elle. Aurais-je pu maintenir mon générateur en marche malgré ces menaces? Peut-être, mais cela aurait conduit à des mois de batailles juridiques et de harcèlement croissant. En l'arrêtant et en laissant les conséquences se dérouler naturellement, j'ai prouvé mon point plus efficacement que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Le générateur ronronne dehors en ce moment même, effectuant son test hebdomadaire du lundi matin. C'est un son que j'ai appris à apprécier, non seulement pour ce qu'il fournit, mais pour ce qu'il représente. L'indépendance, la préparation et la volonté de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Les Jardins d'Émeraude sont un meilleur endroit maintenant qu'avant la tempête de verglas. Nous avons tiré de dures leçons sur le leadership, la communauté et la différence entre les règles qui servent les gens et les règles qui les contrôlent. Le règne de Patricia en tant que présidente de l'ASL est finalement devenu le catalyseur d'un changement positif, bien que pas du tout de la manière dont elle l'avait prévu. Alors que je termine ce récit, je peux voir Pierre de l'autre côté de la rue laver son véhicule, Sophie promener son chien devant ma maison avec un salut amical, et Tom vérifier la boîte aux lettres au bout de son allée. Ce sont mes voisins, ma communauté et les personnes qui m'ont soutenu quand j'en avais besoin. La glace a fondu, l'électricité est revenue, et la vie au Jardin d'Émeraude a repris son cours normal. Mais nous sommes tous un peu plus sages maintenant, un peu plus préparés, et beaucoup plus conscients que les plus grandes menaces pour une communauté ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles viennent de l'intérieur, de personnes qui confondent l'autorité avec le pouvoir et le contrôle avec le leadership. Mon générateur est sur sa dalle de béton, entouré des arbustes qui ont poussé plus plein et plus haut au fil des ans. Il est dûment autorisé, légalement installé et prêt à faire exactement ce pourquoi il a été conçu. Garder ma maison sûre et fonctionnelle lorsque le réseau électrique tombe en panne. Et si cela est controversé pour quelqu'un, eh bien, ils peuvent se plaindre au président de l'ASL. Je suis sûr que Tom accordera à leurs préoccupations exactement la considération qu'elles méritent. Mais est-ce que ça a vraiment valu tout ce chaos? Je ne sais pas. On a gagné, oui. Les choses sont meilleures maintenant. Mais cette rancœur, cette mesquinerie, ça laisse des traces. Le prix à payer pour la paix, parfois, est sacrément élevé. C'est la vie, j'imagine. Rien n'est jamais simple.